Bonsoir à tous et à toutes. Donc, chronique numéro 128. Et dans cette chronique, je vais tâcher de faire une petite explication de nos braves irresponsables que furent bien entendu François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et l'interlude de gestion ou le candidat par défaut, Hollande, mis en lieu et place puisque DSK n'était pas disponible. Et enfin, bien entendu, de Pompidou, passant par Giscard à Emmanuel Macron. Finalement, au fond, nous retrouvons exactement le bon calcul de nos braves financiers depuis les années 70 qui n'ont jamais, je dirais, dévié d'un iota. Alors, pourquoi ai-je mis Jacques Delors en fond de page? C'est qu'il a son importance, le bougre. C'est lui, on peut dire, qui a été l'idéologue en place au nom du Parti socialiste, quelle blague, et qui finalement au fond a fait qu'aujourd'hui nous sommes endettés. Bien entendu, Giscard et Pompidou sont les premiers responsables, mais Delors a été le véritable tacticien, le modernisateur de cette fameuse dette. Alors, il faut bien comprendre que le pouvoir centralisé qui tente de se mettre en place et qui aujourd'hui est incarné par Emmanuel Macron et dont les Gilets jaunes, par leur action, ont levé, je dirais, ouvert la boîte de Pandore et dont, effectivement, nous en avons je dirais, les preuves factuelles tous les jours et qui, finalement, au fond, tente de se mettre en place au niveau mondial, ne possède aucune légitimité démocratique. L'Union européenne en est l'illustration la plus probante, même la plus frappante. Un despotisme éclairé, selon certains, authentiquement soucieux des intérêts du peuple, serait à la limite tolérable, mais je peux considérer qu'aujourd'hui, nous en sommes déjà fort loin. En l'occurrence, le risque d'extinction que finalement la Commission européenne, bras armé futur ordre mondial, fait peser non seulement sur l'humanité, mais encore sur toute forme d'intelligence. Je constate avec stupeur qu'effectivement, euh, on peut considérer aujourd'hui que c'est la cause la plus grave de l'histoire que j'ai jamais connue. Alors de fait, bien entendu, son projet est bel et bien d'achever l'histoire. L'histoire qu'elle a définie et dont seul, je dirais, cet ordre a défini la lecture et la conception. Car ce n'est pas tel ou tel groupe humain que le mondialisme cherche à exterminer, mais l'espèce dans son entièreté. Et encore, je dirais même au-delà, simple capacité à l'articulation intelligible d'un discours signifiant face à cette violence que je qualifierais d'inouïe. Dans mon audio précédente concernant la politique Macron, où je précisais que Macron n'a pas d'autre choix que d'imposer les réformes, telles avec un bras armé ferme et de la répression à tous azimuts, nous le constatons d'une façon factuelle lors des
manifestation des Gilets jaunes. Alors, bien entendu, la résistance doit s'organiser. Cependant, si l'on veut qu'elle soit constructive et ne stagne pas dans des émeutes incohérentes et acéphales ou dans du terrorisme stérile qui pourrait se retourner vis-à-vis de ceux qui, effectivement, se révoltent ou cette révolte est justifiée, cette résistance doit impérativement être organisée, planifiée, calculée, stratégique, dans l'optique d'une prise de pouvoir institutionnelle. Que ce soit, je dirais, par l'infiltration lente des structures du pouvoir ou par des méthodes plus expéditives. L'insurrection, puisque nous sommes, je dirais, dans une situation de post-insurrectionnelle. Donc cette insurrection qui vient et qui doit être conçue, doit être tout d'abord réfléchie, méthodique et rationnelle. Ce que je qualifierais comme étant la propédeutique, ce qu'on appelle la propédeutique, à tout renversement du pouvoir illégitime dont une minorité impose des règles à une majorité je dirais, au profit d'une autre minorité qui, elle, par contre, n'a rien à voir avec la nation. Alors elle devrait donc, à mon sens, se nourrir d'une réflexion tactique et stratégique approfondie. Elle-même, je dirais, appuyée sur une éducation, culture du renseignement, espionnage, contre-espionnage, et ainsi que sur un profilage, même mise en fiche systématique de ceux qui nous profilent et nous mettent en fiche. Connaître son ennemi, lui appliquer ce qu'il nous applique, rétablir l'égalité du couple, voir et être vu, bref, pirater les pirates pour répondre à la question que se posait Juvénal: qui gardera les gardes? C'est en cela que l'attitude et l'analyse gramscienne est fondamentale. Alors bien entendu, un modèle d'organisation nous a été, je dirais, proposé dans l'histoire. Loin de moi de faire un copier-coller sur le bolchevisme révolutionnaire de Leningrad, et encore moins d'emprunter à d'autres pays leur propre modèle de révolution, mais nous avons un modèle d'organisation qui nous a été proposé. Il s'agit bien entendu du Conseil national de la résistance. Comme nous sommes français, nous avons aussi notre particularité. Et dans cette particularité, souvenez-vous, ce Conseil national de la résistance, formé suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle en exil, et qui rassembla des femmes, des hommes, de toute origine politique, sociale, confessionnelle, pour lutter contre l'envahisseur nazi. Aujourd'hui, l'ennemi du genre humain a changé. Il n'est plus vraiment identifiable à une zone géopolitique particulière. Alors, il appartient à cette classe transnationale, cette hyperclasse de privilégiés, dont nous parle par exemple Jacques Attali, oligarchie économiquement dominante et qui travaille activement à l'architecture système de la mondialisation selon les modalités d'ingénierie que nous avons, je dirais, aujourd'hui, je dirais, déstructurées et déconstruites. Et nombre de penseurs, de philosophes, de sociologues, aujourd'hui éclairés, qui nous expliquent effectivement quels sont les mécanismes et quels sont ceux qui œuvrent dans ce sens. Rappelez-vous, Warren Buffett prétend
qu'elle est en train de gagner la guerre contre les classes populaires. La guerre a donc bien été déclarée, et en réponse, nous espérons, d'une manière générale, on peut le constater quand il y a sitting ou débat entre les individus, que manifestement, il est important d'y apporter un texte je dirais, permettant de consolider les idées et de les mettre, je dirais, sur papier et ensuite les théoriser. Alors, il serait important d'établir un nouveau Conseil national de la résistance, une sorte de manifeste reproduit, et effectivement, ce manifeste permettrait de pouvoir synthétiser toutes les idées de revendication avec une nouvelle praxis et une nouvelle doxa politique, en s'inspirant bien entendu, je dis bien s'inspirant et non pas faire du copier-coller, sur des expériences engagées dans d'autres pays qui, à mon sens, nous est proche. Alors, soyons logiques, nous pouvons considérer que même si nous appelons d'une manière générale à une sorte d'union sacrée de toutes les volontés de se battre contre un ennemi commun, qui prend aujourd'hui le visage d'une manière générale avec ses différentes ramifications de ce nouvel ordre mondial basé sur une stratégie du choc économique, le fameux chaos planifié, les crises économiques programmées, la virtualisation du sens et je dirais même le brandissement d'une menace terroriste pour justifier la surveillance concentrationnaire des populations, car n'oublions pas que le terrorisme est aussi un business. Pierre Conessa a fait effectivement un ouvrage là-dessus, très très intéressant. Alors si ce système, et je terminerai par là pour ne pas être trop long, ce sont des interrogations et finalement cet audio est là pour faire réfléchir. Si ce système ne s'effondre pas de lui-même, alors il faudra certainement l'y aider. Alors, on peut constater, même si beaucoup, ou la majorité, ont la volonté de le faire, et que nous avons quand même le nombre avec nous, constatons que les hommes et les femmes, par millions, sont plus nombreux que l'ennemi. Ça, l'ennemi l'a compris. Il a peur, il tremble de terreur, car il sait que son pouvoir est fragile et repose sur sur ce que j'appelle la manipulation, la subversion, le bluff et le crédit que nous lui accordons. Alors, il faut bien comprendre que toute sa force ne repose que sur des représentations auxquelles nous avons cru, des imaginaires qu'il nous a placés dans notre esprit depuis fort longtemps. Il faudrait cesser d'y croire et de rétablir le réel. Et automatiquement, le réel réapparaîtra. Il faut bien prendre conscience que nous sommes plus forts que lui. Et c'est à lui d'obéir dans une véritable démocratie, et pas à nous. Il faudrait mettre le roi à nu. En outre, son propre pouvoir le fait souffrir, car il sait bien au fond de lui qu'il repose sur la manipulation, le mensonge, et sur la division, et sur l'éloge de la réussite, et par-delà, bien entendu, un moyen d'utiliser la frustration des populations.
en y créant un modèle qui doit être amplement suivi, et dont les autres qui ne peuvent pas souscrire dans ce modèle se voient caviardés, placardisés et fustigés, et donc complexés et acceptant leur situation de raté. C'est en cela qu'il repose effectivement sur un mensonge. Alors inconsciemment, il demande de le frapper et de le ramener à la raison. Alors bien entendu, il ne faut pas s'en priver, le dénoncer, y apporter ses contradictions, et c'est pour ça que je vous invite, même dans mes précédents audios, de lire, de faire des recherches, c'est accessible à tout le monde. Le savoir est je dirais, est un miel qui est encore aujourd'hui, et Dieu merci, tout à fait gratuit, et qui permet d'informer celui qui s'y intéresse. Donc voilà, je voulais faire une petite explication globale. Je n'ai pas trop parlé de Delors, mais j'ai voulu mentionner quels sont les responsables de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui ont fait preuve de lâcheté et non pas de courage. Et donc, il faut bien comprendre que ces individus sont minoritaires. Alors, même s'ils ont des armes extrêmement puissantes, il faut, à un moment donné, prendre conscience qu'ils sont minoritaires. Et nous le voyons aujourd'hui, puisque le pouvoir de Macron, au moment de sa gestion du gouvernement, n'était pas le même dans la dynamique aujourd'hui. Il n'était pas autoritaire, policier, et il croyait bien entendu placer les réformes et que le peuple était assez endormi, voire complexé, culpabilisé, et qu'il allait accepter son état et accepter finalement de se faire dépouiller. Et là, aujourd'hui, il a montré son vrai visage. Visage d'un... Vous savez, quand nous sommes obligés d'utiliser la force, comme dit le vieil adage, la violence et finalement la force de ceux qui n'ont plus rien à dire. Voilà, je vais terminer sur cette belle phrase et je vous dis à la prochaine chronique et merci de m'avoir écouté. Alors, je vais encore dire quelque chose, si je peux me permettre, en fin d'introduction, pour ceux qui pourraient avoir des idées, je dirais, malhonnêtes, ou surtout intellectuellement. Je n'appelle pas à la guerre civile, je n'appelle pas à un mouvement de lutte armée, mais simplement à une prise de réflexion. Une prise de réflexion où l'individu doit se réapproprier son destin, son outil de travail, son pays, sa nation. Bref, se libérer des chaînes dans lesquelles on l'a mis. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.